Spécialiste en management, entrepreneur dans l'âme avec la mise en place des 15 entreprises en Afrique, le Sénégalais Serigne Malick Tall est l'invité de E-Tech ce dimanche sur e-Radio. Quel regard sur le financement des entreprises? Les investisseurs connaissent-ils bien le marché? Qu'en est-il des délais d'attente? Quel rôle du secteur privé? Où en est-on dans les constructions intelligentes? Des réponses ce dimanche 31 janvier 2021. E-Tech, l'émission d'un monde qui change avec Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Nous sommes très ravis ce dimanche encore de vous retrouver sur l'antenne de e-Radio avec un invité ce dimanche, Serigne Malick Tall. Bonjour. Bonjour. Ça fait très marabout. J'espère être à la hauteur de mon nom. C'est un nom dur à porter en tout cas. C'est un nom dur à porter. Prions le Seigneur qu'on en soit digne. Oui, c'est un nom en principe qui devrait renvoyer au cercle maraboutique. Sauf que vous avez une bonne dose entrepreneuriale dans la famille. C'est important peut-être d'en dire un petit mot aux auditeurs. Oui, tout à fait. Je suis d'une famille d'entrepreneurs de plusieurs générations. Généralement, la règle dans les familles et dans la plupart des gens en tout cas chez la plupart des gens que je rencontre, c'est que papa est fonctionnaire, maman a travaillé toute sa vie, les grands-parents sont des fonctionnaires, etc. Et on devient entrepreneur. Ou bien on évolue dans le privé. Chez moi, tout le monde est entrepreneur. Mes parents, mes oncles. À commencer par le père dont vous allez nous donner le nom. Cheikh Oumar Tidjane Tall, oui, entrepreneur, militant de l'entreprise. Et effectivement, il nous a passé le virus. Mais l'entreprise et puis la foi sont deux choses qui se ressemblent. D'ailleurs, l'entreprise n'est réalisée que pour des raisons spirituelles. C'est pour le mieux. Vous êtes un homme d'affaires aguerri, vous définissez en tous les cas comme tel. Au cours des 10 dernières années, vous avez participé à 15 aventures entrepreneuriales. Aujourd'hui, votre holding rassemble des intérêts dans la production industrielle de briques et de blocs pour le BTP, un véhicule d'investissement et plusieurs startups. Ça va être le cœur de notre interview, la modernisation du bâtiment aujourd'hui au Sénégal et ailleurs. Serigne Malick Tall est diplômé en management de Toulouse Business School et vous avez dernièrement terminé le Stanford Seed Programme for African Businessmen. Vous avez rejoint le groupe Marenmo, entité leader du bâtiment intelligent, en tant que directeur menant son expansion en Afrique francophone. Avant, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, d'en revenir au bâtiment intelligent, c'est important, évidemment. Un mot quand même sur les données personnelles au Sénégal. On vient de sortir à peine de la journée internationale dédiée aux données personnelles. C'était le 28 janvier dernier. La journée passe, mais la problématique demeure. On en est où au Sénégal? Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance? On parle beaucoup de ce droit à l'oubli. Effectivement, c'est une problématique qui concerne tous les pays du monde. Le Sénégal n'y échappe pas. Aujourd'hui, je serais prétentieux de dire que je peux faire un état des lieux de ce qui se passe au Sénégal. En tout cas, je sais que c'est une préoccupation qui est sur toutes les lèvres publiques comme privées, des individus et des entreprises, mais aussi de l'État, comme j'ai dit, public, et qu'il y a effectivement l'impression d'un manque de coordination dans la politique et dans la régulation autour des données, aussi bien au niveau de notre État, globalement, en tant que pays, nation, dans un ensemble africain et dans le monde, qu'au niveau de nos entreprises où nous avons énormément d'efforts à faire. Donc cette journée est une bonne piqûre de rappel. Il est extrêmement positif que nous ayons un stop, en tout cas un checkpoint où nous pouvons nous arrêter et regarder où est-ce que nous en sommes et mettre en œuvre et en tout cas améliorer nos dynamiques dans ce sens. Oui, le droit à l'oubli, est-ce que vous pensez que ça va aider à faire oublier toutes ces difficultés liées par exemple au cyberharcèlement, des gens peut-être imprudents qui mettent en ligne des vidéos assez compromettantes? C'est assez délicat. Le droit à l'oubli tout seul en tant que dispositif légal ne suffit évidemment pas. Quand une personne a vécu une mésaventure du type dont vous parliez, il faut plus que le droit à l'oubli. Il faut évidemment essayer d'éduquer les populations, nos enfants, les plus jeunes, les moins jeunes, à comprendre ce que sont, je vais appeler ça les internets, parce qu'il n'y a pas un seul internet, mais à ce que sont les internets. Il faut
prévenir, évidemment il faut guérir, il faut mettre en place un cadre légal, mais il faut aujourd'hui que dans la société, dans les écoles, dans l'ensemble de nos dynamiques sociales, qu'on enseigne ou en tout cas qu'on sensibilise à plus de responsabilité et de prudence. Ça me semble important, même si ce n'est certainement pas les seuls éléments ou les seuls filtres à travers lesquels il faille regarder ces problématiques. Je sais que ça brise des vies et personne n'est à l'abri d'une mésaventure. Je ne sais pas si je peux me permettre de parler un peu, allez-y, un peu en Wolof. Mais en un mot, s'il vous plaît. En un mot. Sutura. Sutura est une valeur fondamentale sénégalaise. Elle a un sens. Elle a un sens. Et puis on la redécouvre encore plus aujourd'hui. Le monde économique, on l'oublie très souvent, qui est également confronté à la cybercriminalité parce que ce sont des enjeux économiques énormes dans un contexte où on parle beaucoup d'intelligence économique. Chez vous, les entrepreneurs, votre milieu fermé d'affaires, vous le voyez comment? Aujourd'hui, c'est une donnée avec laquelle il faut compter. Même pas seulement la partie... c'est-à-dire, la cybercriminalité est une chose qui, sous bien des aspects, attaque nos entités, nos activités, nos personnes, pour pouvoir influencer en leur faveur ou en la faveur de certains de nos concurrents, nos décisions, nos actions, soit en les étalant, soit en faisant du chantage, soit, enfin, de diverses manières. Dans tous les cas, aujourd'hui, on ne peut pas être un entrepreneur à certains niveaux de business si on ne prend pas en compte les dangers du nouveau monde, donc même pas nouveau, du monde dans lequel on vit, si on ne sécurise pas ses communications, si on ne sécurise pas ces éléments stratégiques, si on ne sécurise pas ces éléments d'avantages, on ne sécurise pas les relais qui vous donnent des avantages compétitifs et concurrentiels. Aujourd'hui, c'est évident que l'ensemble de nos sociétés doivent se protéger, mais c'est la marche du monde. C'est la marche du monde. Et malheureusement, et on doit bien l'avouer, je ne connais pas d'entité au Sénégal, qu'elle soit gouvernementale ou privée, qui soit au standard. Aujourd'hui, n'importe qui peut être victime, mais même les plus grandes sociétés du monde, qui, elles, on peut dire qu'elles sont au standard, subissent des attaques. Donc, c'est quelque chose avec quoi il faut vivre, il faut s'y préparer, il faut savoir essayer de l'éviter, et quand ça arrive, il faut savoir le gérer. Et ça demande des vrais métiers. Malheureusement, nos sociétés privées ou nos gouvernements ont tellement de problématiques et de difficultés que dépenser de l'argent supplémentaire à prévoir des choses qui arriveraient hypothétiquement, c'est toujours un arbitrage difficile. Serigne Malick Tall, entrepreneur invité de ITEX ce dimanche sur iRadio. Très rapidement, nous parlons du bâtiment intelligent. Alors, c'est quoi quand on en parle, le bâtiment intelligent? Le bâtiment intelligent, c'est un vaste sujet. Je préfère dire les constructions intelligentes, parce qu'il ne s'agit pas seulement de bâtiments, il s'agit de tous les ouvrages, en réalité, aujourd'hui, que nous utilisons, sur lesquels nous nous déplaçons. Et puis l'intelligence n'est pas propre au bâtiment. L'intelligence est propre à l'ensemble des aspects de nos vies aujourd'hui. Nous devons optimiser nos espaces et nos expériences de l'ensemble des choses que nous vivons. Et ça va d'aspects aussi simples, et j'aime bien donner cet exemple, que de rendre intelligente une sonorisation. Ça permet des choses aussi simples que pour ma mère d'être dans sa chambre et de parler à la cuisinière dans la cuisine pour savoir, comme on dit, il faut Anne Bitol au lieu de crier depuis le haut des escaliers. Ça permet ça, mais ça permet aussi aujourd'hui
à un bâtiment bien sonorisé, mis en intelligence avec un système, je donne un exemple de sécurité incendie, de communiquer avec les gens qui sont à l'intérieur de ce bâtiment au moment où il se passe quelque chose, de ce bâtiment, de ce marché, de cette usine, etc. Ce n'est qu'un exemple, mais ça nous permet d'appréhender l'ensemble des use cases qui sont potentiellement à mettre en œuvre et des avantages, aussi bien en termes de sécurité, en termes d'efficience, qu'en termes de confort simplement, et puis de beauté. Au Sénégal, on parle beaucoup de bâtiments intelligents, pour reprendre votre expression, de construction intelligente, mais est-ce que c'est le cas réellement? Professionnel du secteur depuis peu, ayant rejoint Marraine Mort dans ce domaine et puis dirigeant les activités de Marraine Mort en Afrique francophone, je dois avouer que le secteur en est à ses balbutiements dans la zone, dans la région en général. Et au Sénégal... Quoique la thématique ne soit pas nouvelle. Non, pas du tout. On en parle énormément. C'est sur toutes les bouches. Ça dit juste à quel point c'est une thématique actuelle, importante et de demain. En tout cas actuelle et importante, parce que c'est aujourd'hui qu'on construit les cadres dans lesquels nous allons vivre demain, et nous ne pouvons pas les penser comme nous vivons aujourd'hui, nous devons les penser avec la marche du monde. Quand on connaît l'évolution des technologies, quand on connaît l'évolution de nos modes de vie sociaux, quand on regarde simplement l'évolution de nos cultures et l'intégration des cultures, la mondialisation qui n'est pas quelque chose qui est en cours, mais qui est quelque chose de déjà acquis, nous devons penser les espaces dans lesquels nous allons vivre pour les 50 prochaines années de la meilleure des manières. Et ces espaces ne peuvent être qu'intelligents. Oui, mais revenez un peu sur la définition d'un bâtiment intelligent. Donnez un peu plus de détails. Qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment intelligent serait différent d'un bâtiment qui ne serait pas intelligent? Aujourd'hui, les gens le définissent de différentes manières, mais le profane que je suis a l'avantage de regarder le secteur de l'extérieur, donc pas avec les yeux d'un ingénieur. Une définition que j'aime bien, c'est l'optimisation de l'ensemble des aspects structurels, en termes de structure, et technique d'une installation, qu'elle soit bâtiment, qu'elle soit routière ou autoroutière, qu'elle soit aéroportuaire, qu'elle soit portuaire, qu'elle soit etc., etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme dans tous les bâtiments, on va avoir une structure, des murs, des poteaux, des toits. Comme dans tous les bâtiments, on va avoir des lots techniques, du mécanique, donc des ascenseurs, de l'aération, de la ventilation, de la climatisation, de l'extraction de fumée, de l'extraction d'air. On va avoir de l'électricité, du haut voltage, du medium voltage et ce qu'ils appellent du extra low voltage. Excusez-moi, je perds mon français. On va avoir de la plomberie. On va avoir de la plomberie, on va avoir de la sécurité, on va avoir de la sécurité incendie. Mais ça, traditionnellement, ça existe déjà. Oui, la sécurité, pour rejoindre le thème dont on parlait tout de suite. D'ailleurs, aujourd'hui, les bâtiments doivent être pensés aussi par rapport aux défis et aux challenges auxquels nos sociétés font face. Par contre, le bâtiment intelligent va optimiser l'ensemble de ces lots pour qu'ils communiquent ensemble, pour qu'ils travaillent ensemble, à vous permettre d'optimiser un certain nombre de fonctions. La première fonction, la fonction primaire, celle qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est l'efficacité énergétique. C'est réduire les quantités d'électricité et d'eau que nous consommons. C'est les optimiser pour baisser les factures, mais aussi parce que dans le monde dans lequel on vit, nous devons prendre en compte l'environnement. Donc on voit tout de suite, immédiatement, que en principe, c'est donc des bâtiments, pas forcément pour bourgeois, mais en principe pour les moins riches d'entre nous, parce qu'on parle d'optimisation des ressources. Absolument. On a souvent l'impression, quand on parle de bâtiments intelligents, ou en tout cas d'installations intelligentes, que c'est un élément
qui n'est qu'à portée des personnes les plus riches. Il y a différents degrés d'automatisation d'une installation. Il y a différentes qualités de produits. Mais comme chez les voitures, vous trouverez une Ferrari et vous trouverez une 2 chevaux. De la même manière, dans les produits qui vous permettent d'automatiser vos installations, et en tout cas de penser vos installations pour qu'ils soient automatisés, vous avez différentes gammes et je pense que tout le monde peut être servi. Par contre, la chose qui est essentielle et qui est peut-être un peu chère et qui est culturelle et que nous, dans notre environnement, nous ne sommes pas enclins à financer, c'est souvent c'est souvent le design de l'installation. C'est la réflexion. Il faut savoir que quand vous voulez faire communiquer l'ensemble des aspects d'une installation, il est important de le penser en amont et de le designer. Et quand c'est mal fait, effectivement, votre installation, toute moderne soit-elle, ne vous servira à rien. Et cette partie-là, parce que c'est un domaine qui s'installe et qu'on a peu de ressources humaines capables de fournir la compétence de design, de conception, effectivement, elle peut coûter un peu cher. Mais les prix baissent et ça évolue dans le bon sens. Oui, on comprend très bien. Est-ce que l'État devrait faire quelque chose pour encourager un peu la tendance ou ça ne le regarderait pas peut-être? Je pense personnellement, et chez Marainement, nous pensons aussi que l'automatisation et l'intelligence dans nos installations, publiques comme privées, est un enjeu majeur. Je donne un exemple, celui de l'eau. Aujourd'hui, certaines études disent, il faut que je recherche les sources, je vous les donnerai après, mais certaines études disent que plus de 50% de la consommation, de la demande en eau, c'est l'utilisation des cuvettes, des toilettes. C'est un exemple que je donne. L'eau des toilettes, c'est une eau qui par excellence peut être recyclée. Dans un pays comme le Sénégal, parce qu'on n'a pas besoin, peut être recyclée parce qu'on n'a pas besoin qu'elle soit entièrement propre. Elle peut être grise, elle n'a pas besoin d'être entièrement blanche. Dans un pays comme le Sénégal, où la pression hydraulique est aussi grande que nous la connaissons, pensez l'ensemble de nos bâtiments, privés comme publics, pour faire en sorte que la source d'approvisionnement de nos cuvettes de toilettes ne soit pas, directement branchée au réseau, mais que ce soit mais que ça provienne des eaux récupérées des autres parties du bâtiment, traitées et réinjectées, avec un système qui permet, bien entendu, de protéger le bâtiment, de mesurer les niveaux de dégradation de l'eau, d'identifier quand est-ce qu'il y a des fuites dans le réseau à travers des capteurs et des valves, etc. Cela permettrait, une décision aussi simple que celle-là, d'en faire une règle, permettrait de baisser significativement la pression hydraulique. Sur des décisions comme ça, effectivement, l'État du Sénégal, je pense, devrait se saisir d'un point de vue réglementaire de ces sujets et montrer l'exemple en se l'appliquant sur les bâtiments. J'ai donné l'exemple de la plomberie et de l'eau, mais on peut aller sur la sécurité, on peut aller sur l'énergie, etc., etc., etc. On peut aller sur la sécurité incendie, le nombre de marchés qui ont brûlé, le nombre de centres commerciaux qui ont brûlé, le nombre d'immeubles qui ont brûlé. La technologie pourrait y jouer quelque chose? En tout cas, la technologie peut permettre plusieurs choses. La technologie peut permettre, dans l'installation, d'abord, de prévenir ces problématiques. La technologie peut permettre de détecter les problématiques quand elles arrivent, même la nuit et qu'il n'y a personne.
La technologie peut permettre d'atténuer les impacts du danger quand il arrive, quand on parle d'un feu par exemple. Elle peut permettre également de prévenir, elle peut prévenir. Absolument, elle le fait. Aujourd'hui, tout à l'heure, je donnais l'exemple quand je parlais de la sonorisation du fait qu'en cas d'incendie, le bâtiment puisse communiquer avec les gens à travers les outils de sonorisation qui sont installés et cela lié avec le système de gestion des incendies. Mais de la même manière, les capteurs peuvent dire aux pompiers quand ils arrivent où sont les personnes en danger. Le bâtiment peut parler aux gens pour les évacuer au premier moment d'une problématique. Elle peut prévenir les autorités plus rapidement que l'humain le ferait sous la panique, etc., etc., etc. Oui, mais des solutions comme ça, on en a beaucoup, mais est-ce que nos forces de l'ordre suivent? Est-ce que notre gouvernement suit? Parce que régulièrement, on vous donne des solutions qui permettent, par exemple, chez vous, si vous constatez des mouvements inhabituels, de cliquer quelque part sur un bouton et de prévenir la police. Mais est-ce que derrière, il y a un suivi? Est-ce que quelqu'un répond de l'autre côté? C'est une question difficile et surtout pour avoir... Est-ce que c'est dans notre culture, même en dépit de la montée de la technologie chez nous? Je pense que nous avons des efforts à faire pour améliorer notre sécurité en général. Nous sommes dans un pays qui est ce qu'il est, avec les défis auxquels il fait face, et je pense que nous avons besoin effectivement de regarder certaines problématiques pour voir comment nous les améliorons parce qu'elles conduisent à des drames humains. Pour l'avoir vécu, une très bonne amie à moi a vécu ce genre de choses et effectivement, la police n'y est pas allée. Nous avons dû nous y rendre à 4 heures du matin. Cela a été une expérience assez traumatisante et préoccupante. En tout état de cause, il y a aussi des solutions. Parce que la nation sénégalaise, c'est pas seulement l'État, c'est aussi le secteur privé. Je ne sais pas si je peux citer un nom de société, mais je connais une société qui aujourd'hui offre des services d'intelligence et de backup quand il y a un problème qui se déplace. Oui, mais la question, encore une fois, c'est la réponse de l'autre côté quand quelque chose vous arrive ou quand vous suspectez qu'il y a des mouvements inhabituels chez vous, que vous cliquez quelque part sur un bouton. Est-ce que derrière, on répond? Je ne saurais pas donner de réponse affirmative. Sous certains aspects, sous certains angles, et dans certains cadres, on m'a assuré que oui. Dans d'autres cadres, il faut dire que, et moi je l'ai vécu, effectivement non. Serigne Malick Tall, entrepreneur à l'initiative de 15 aventures entrepreneuriales, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Une pause de 25 minutes, le temps de suivre les dernières informations de ce 31 janvier 2021 et on se retrouve juste après. Merci d'écouter ITEG, la seconde partie à présent avec l'entrepreneur Serigne Malick Tall qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce dernier dimanche de janvier, ce dernier jour de janvier 2021 tout simplement. Serigne Malick Tall, comme je suis trop attaché au bâtiment intelligent parce que j'aime le qualificatif intelligent qui fait que c'est très sympa, on y revient quand même s'il vous plaît. On reste toujours sur les caractéristiques. Parlez-nous un peu de ce dont nous parlons souvent, cette interconnexion entre vous, le proprio ou le locataire et le bâtiment, ce dialogue qui fait que c'est comme on sentirait un peu dans une relation avec un ami avec qui on échange régulièrement. Comment ça se passe cette interconnexion? L'objectif majeur de l'intelligence, c'est que le bâtiment vous comprenne, vous connaisse. C'est que vous puissiez interagir avec lui et qu'il puisse interagir avec vous de la manière la plus simple possible. Comment ça se fait? Par votre voix, par votre téléphone, des fois par votre simple présence, que votre bâtiment vous reconnaisse et sache que vous êtes... Le visage donc, non? C'est plus que le visage? Le visage ou le code d'accès que vous avez tapé en entrant.
ou bien l'accès à votre bureau le matin, parce qu'il sait que, à part la personne qui nettoie, vous êtes la première personne à entrer grâce à un capteur. Aujourd'hui, on va extrêmement loin. Et en réalité, il y a au-delà du design et du matériel qu'on installe, une des choses les plus importantes est ce qu'on appelle chez nous, chez Mahan More, le commissioning, la mise en service. Cette mise en service permet une chose, elle permet de construire ou de vous mettre à disposition une interface pour organiser ce qu'on appelle vos scénarios. Un scénario, c'est la température que je veux dans mon bureau. C'est le degré de luminosité. C'est les éléments de sécurisation de mon bureau quand je ne suis pas là. C'est si j'ai oublié la lumière ou la climatisation qui soit éteinte. Si j'ai oublié de fermer la porte qui soit éteinte. C'est si le soleil tape trop fort que les volets se referment automatiquement pour préserver la fraîcheur, de manière à ce qu'on n'ait pas à consommer autant d'énergie qu'on devrait pour faire redescendre la température quand je reviens de mon rendez-vous. Un scénario, c'est l'ensemble de vos préférences qui vont être communiquées à votre bâtiment ou à votre environnement ou à votre installation pour qu'elle puisse s'adapter à vous, à ce que vous voulez. En wolof, on aurait pu dire wax ñu noo ko bëggee, c'est ça? Exactement. Wax ñu noo ko bëggee. Mais ça, c'est la partie confort. Et au-delà de cette partie confort, effectivement, elle s'exprime aussi en termes d'efficience et elle s'exprime aussi en termes de sécurité. Et de sécurité en général, aussi de sécurité incendie, en tout cas de protection de votre personne, de vos données et de vos biens, en évitant les intrusions, en vous prévenant quand quelqu'un accède, en blindant la porte, en la rendant hermétique, tout l'univers des possibles est immense et n'a quasiment pas de limite. Il faut simplement, et mon associé le dit très bien, et l'ingénieur du groupe, enfin l'ingénieur qui a fondé le groupe Mahan More, qui est mon associé dans la filiale sénégalaise, dit très bien une chose. Il le dit en anglais, il est anglophone. Anything you want to do, it has to be on purpose. You need to implement it from the get-go. Ça veut dire que la chose la plus essentielle, c'est de concevoir à l'origine, au moment du design, l'ensemble de ce qu'on veut faire. C'est le paramétrage en fait. Si on parlait de téléphone, vous dites ce que vous voulez et le bâtiment l'exécute. Avant le paramétrage, dans la conception du téléphone, je donne un exemple. Oui. Si vous voulez optimiser l'énergie de votre bâtiment, vous pouvez mettre tous les capteurs que vous voulez. Vous pouvez mettre toute l'intelligence que vous voulez. Si votre installation électrique est mauvaise, vous y arriverez très peu ou pas du tout. Il faut s'y prendre en amont alors. Il faut s'y prendre au moment où on pense son bâtiment, dans la manière dont on pense son installation électrique. Autrement dit, une fois que le bâtiment est déjà fait, réalisé avec des milliards, c'est impossible de reculer pour mettre au point l'aspect intelligent. Enfin, rien n'est impossible, ça coûte plus cher. Simplement. Et ça coûte plus cher. Et dans nos environnements où on a rarement des plans de ce qui a été fait, déjà, pour retourner dans le temps d'un bâtiment, sa vie, et souvent, on ne sait pas comment le bâtiment a été pensé à l'origine, et ensuite, on ne sait pas comment le bâtiment a évolué. C'est extrêmement délicat de revenir dans le temps pour améliorer un bâtiment. Pour rester sur cette histoire d'électricité, et oui, être encore plus précis. Aujourd'hui, si vous voulez optimiser votre consommation d'énergie, ça va de votre climatisation à vos lumières, à vos prises, à vos appareils, aux capteurs que vous mettez pour identifier s'il y a quelqu'un ou pas et quand il faut mettre certains appareils en veille ou les éteindre, etc.
si on n'a pas pensé au début et qu'on a déjà installé des lumières sans protocole qui ne permettent pas de communiquer, qu'on a installé une climatisation qui est juste parce que c'est moins cher à l'installation, mais que ça vous coûtera 10 fois plus cher à l'exploitation, qu'on a mis en œuvre, voilà, comment je peux dire ça, que le courant fort est mal calibré, que la tension fluctue en permanence, que votre ascenseur est en panne en permanence, et que, etc., etc., etc. Au bout d'un moment, il est extrêmement compliqué quand on vient pour poser sur une installation ratée, mal pensée, des matériaux mal choisis. Il est très difficile pour nous d'optimiser ce bâtiment. Et souvent, c'est des projets qu'on va refuser de prendre. Parce que ça va revenir tellement cher à la personne, on lui dit, ce serait presque mieux de tout refaire. Et pour vous donner un autre exemple, à quel point c'est important, aujourd'hui, vous avez une installation, passons à la plomberie, vous avez une installation en termes de plomberie défaillante. Que nous vous mettions des détecteurs qui permettent de vous dire où est-ce qu'il y a les fuites, etc., 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 n'empêcheront pas les fuites d'arriver. Par contre, si l'installation est faite pour que je puisse la réparer rapidement, pour que je puisse avoir accès aux zones de faiblesse, pour que je puisse identifier les problèmes qui vont arriver, je peux construire une installation intelligente qui va être optimale, mais en plus de ça, je peux vous apporter la garantie que s'il y a un problème, je viendrai intervenir. Mais si je n'ai pas fait l'installation, ou en tout cas qu'elle a été mal pensée, même aujourd'hui, en y installant de l'intelligence avec la capacité de la monitorer et d'agir dessus, si elle doit tomber en panne tous les jours, ce ne sera intéressant pour aucun acteur de vous accompagner sur votre bâtiment. Et comment le Sénégal se positionne d'ailleurs dans ce domaine par rapport aux autres pays africains ? Il faut faire la différence entre les pays d'Afrique subsaharienne francophone et les pays d'Afrique subsaharienne anglophone. Les pays du Maghreb se rapprochent énormément des standards des pays anglophones. Mais il faut dire que les pays anglophones ont une avance significative dans ces domaines sur nous. Je n'en connais pas particulièrement la raison. C'est plus qu'un aspect linguistique, j'imagine. Oui, c'est réellement... Bon, enfin, pour les pays que je connais, que j'ai visités, où notre groupe est présent et où nous avons des activités, ou en tout cas avec lesquelles nous discutons et opérons, nous avons des partenaires, que ce soit le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, etc. Ce sont des pays avec un dynamisme économique plus grand, effectivement, avec une demande plus grande, mais aussi des standards de qualité différents et des réglementations qui obligent les entités publiques et privées à aller vers ces standards de qualité. Aujourd'hui, quand vous demandez, un ami assureur me disait, tu ne connais pas l'importance de ce que tu fais, le dommage qui coûte le plus cher aux assurances au Sénégal, c'est le dommage hydraulique. C'est l'eau, plomberie mal faite. Comme on dit, tout immeuble qui pousse à Dakar, je vous donne 6 mois à 1 an, si vous n'avez pas de remontée d'eau, vous n'avez pas de fuite, c'est extrêmement rare. Il y a très peu d'acteurs qui arrivent à garantir ce niveau de service. Et ce sont des problématiques de malfaçon. La réalité, c'est que nos réglementations, ou peut-être pas les réglementations, mais nos instances de contrôle ne sont pas assez présentes pour offrir ce standard de qualité-là. Et c'est là où nous nous plaçons. C'est l'avantage que le groupe international tel que Marraine Mort nous donne et que nous apportons au marché sénégalais. Il nous reste 15 minutes dans cette seconde partie. Pour ce numéro donc, Serigne Malick Tall, si vous êtes d'accord, nous allons cesser d'être intelligents. Autrement dit, sortir des bâtiments intelligents pour parler d'autres problématiques. Le secteur numérique au Sénégal, le financement, il y a la DR. Nous avions reçu pour le premier numéro de janvier le délégué général Papa Amadou Sarr, le financement de l'économie numérique au Sénégal, question vague, j'en suis conscient, vous le voyez comment? Vaste question, et je suis d'autant plus à l'aise
pour en parler que je suis de moins en moins un start-upper. Aujourd'hui, je dirige une qui est dans la construction. C'est quoi une start-up d'ailleurs? Il y a un débat souvent. Oui, un débat. Donc, on dira selon vous, selon votre point de vue. Selon moi, comment je peux le définir facilement? Je sais en reconnaître une quand je la vois. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile à expliquer. Retenons simplement qu'il s'agit d'une entité qui va entrer dans un secteur avec pour but d'atteindre ce qu'on appelle le product market fit. C'est-à-dire identifier un problème, arriver à le régler moyennant un revenu, quel que soit le modèle de revenu que ça peut être, et arriver à multiplier le nombre de personnes qui achètent votre solution ou qui utilisent votre solution pour régler ce problème de manière exponentielle. La première chose, c'est de faire un proof of concept, d'avoir un concept et de le prouver. Et la deuxième chose, c'est d'exécuter ce que vous avez prouvé de manière exponentielle. Les ambitions sont souvent énormes et je trouve que pour revenir au financement, je trouve que notre environnement manque d'ambition. C'est-à-dire? On ne peut pas mettre en œuvre comment je peux dire ça? On ne peut pas avoir des startups qui valent $1 milliard quand on n'est pas capable de leur donner $10 millions de financement. Je ne connais pas une startup sénégalaise qui a levé $10 millions. Je n'en connais pas. Sénégalaise, je dis bien. On manque d'ambition ou plutôt on pêcherait par réalisme, autrement dit, on manque d'ambition ou on est seulement convaincu qu'on ne pourra jamais avoir cet argent? Justement, moi, pour avoir voyagé un peu en Afrique, pour avoir travaillé dans une start-up leader telle que Aza Finance et en avoir dirigé les opérations en Afrique de l'Ouest pendant 1 an, les opérations commerciales en Afrique de l'Ouest pendant 1 an, je sais pour sûr que l'argent existe et qu'il veut venir vers nous. Je sais 2 choses par contre. Je sais que ceux qui disent vouloir apporter l'argent à notre industrie numérique ne sont pas des vrais investisseurs, ne savent pas investir et souvent ont des cultures qui sont à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Et je pense aussi que nous, de notre côté, nous nous sommes habitués, nous avons renoncé, nous avons accepté la misère. Quand dans d'autres environnements, effectivement, non, cela n'a pas été accepté. Notre marché, ce n'est pas le Sénégal. Notre marché, c'est la CEDEAO. Pourquoi Aza lève des fonds et pourquoi les startups sénégalaises ne le font pas? C'est parce que Aza est allé où l'argent est. Ils ne sont pas restés ici. Mais aidez-nous, il est où cet argent? L'argent, il est dans la Silicon Valley. Il est sur les places de marché françaises. Il est sur les places de marché européennes. L'argent est en Asie. L'argent est à Dubaï. Et il faut aller le chercher. Toutes les startups qui ont réussi à construire quelque chose d'important sont allés chercher de l'argent. Ils ne sont pas restés chez eux en disant « Pourquoi les investisseurs ne viennent pas ?» Non, ça n'a absolument aucun sens. On a trop peu d'investisseurs qui ne sont pas assez bons selon moi, même si je mets un peu de côté l'ADER. Pourquoi? Justement, il faut laisser tomber l'ADER parce qu'elle ne répondrait pas aux besoins en termes de montant. Non, si, l'ADER répond aux besoins parce qu'avant d'avoir besoin d'$1 million, on a besoin de $100 000. Et je serais très mal placé pour dire qu'il faut laisser tomber l'ADER. J'ai moi-même une structure qui a été accompagnée par l'ADER et qui est encore accompagnée par l'ADER. Et je pense sincèrement que l'ADER est la meilleure initiative de promotion de l'entrepreneuriat numérique que mes 10 ans d'entrepreneuriat m'ont permis de voir. Je n'en connais pas d'autres. Elle s'inscrit dans le sillage de tous les programmes de développement de l'entrepreneuriat qui ont réussi dans le monde, soit aux États-Unis, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, etc. Et vous comprenez aujourd'hui qu'elle fasse des émules un peu partout dans la sous-région,
en Guinée-Bissau notamment? Absolument, elle est essentielle. Et puis, le Sénégal a une culture de politique publique répliquée dans les pays de la sous-région. On est les premiers à faire les choses et généralement, on est assez brillant à les concevoir et à les mettre en œuvre. Après, c'est dans la pérennisation qu'il y a un problème. Même si, encore une fois, et pour finir sur la DER, je pense sincèrement que c'est une initiative sanitaire exceptionnelle. Le problème, c'est pas la DER, le problème, c'est après la DER. C'est-à-dire? Parce que la DER crée des apprentis champions et pas des champions. La DER vous donne entre 500 000 pour les plus petits tickets, 80 millions pour les plus gros tickets ou 150 millions pour les plus gros tickets. C'est pas avec 150 millions qu'on va à l'assaut de l'Afrique. Dans aucun domaine sur cette terre, non. Donc, effectivement, la DER vous met en position d'aller chercher les moyens pour devenir un champion. Mais la DER ne fera pas de vous un champion. Mais quel autre mécanisme après la DER alors? Aujourd'hui, des choses assez intéressantes ont été faites. Moi, j'ai vu typiquement des groupes de start-up qui se sont mis ensemble pour aller lever de l'argent dans la Silicon Valley. C'est aussi des dynamiques que nos États doivent mettre en œuvre. C'est aussi des dynamiques que nos secteurs privés doivent mettre en œuvre. C'est aussi des dynamiques... Et c'est là où on va voir tout le drame autour de nos chambres de commerce qui sont vides d'utilité. Mais... en tout cas, qui devraient retrouver de leur superbe et avoir... Voilà, et en tout cas, retrouver l'ensemble de leurs prérogatives et réellement impacter les secteurs privés, et notamment celui numérique, en regardant les besoins et en allant et puis en les affrontant, en affrontant les challenges. Notre secteur privé d'ailleurs avec lequel vous ne semblez pas très bien tendre, Serigne Malick Tall, vous accusez notre secteur privé de trop tendre la main. Vous maintenez toujours cette conviction? Oui, je pense que ça n'a pas de sens pour un secteur privé de demander à un État de nous soutenir tout en étant moins compétitif que notre compétition étrangère. On vit dans un Sénégal où l'État n'a pas assez d'argent pour l'éducation de nos enfants, pour nous soigner, pour nous protéger. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que cet État irait dépenser plus d'argent en me le donnant à moi qu'en le donnant à un Français qui ferait mieux le travail? Mon défi en tant que secteur privé, qui ferait mieux le travail et moins cher? Parce que l'État achète pour les Sénégalais. Est-ce que les Sénégalais ne méritent pas le meilleur? Mon défi à moi, secteur privé, c'est de proposer à l'État le meilleur, au meilleur prix. Si je ne suis pas capable d'être compétitif, pourquoi est-ce que mon État me confierait? Si je ne suis pas capable d'être créatif, pourquoi est-ce que mon État me confierait? Je ne crois pas dans cette manière que le secteur privé a d'aller exiger de l'État qu'on nous donne parce que nous sommes Sénégalais. Je n'y crois pas. Moi-même, je suis Sénégalais, mais quand je dois acheter pour ma société, bien sûr, je ne suis pas l'État, j'achète la meilleure chose pour moi et mon entité. On ne doit pas avoir un Sénégal First pour plagier un peu l'ex-président américain, America First? Sénégal First, vous savez, ça marche pas. C'est une histoire de temps. C'est une histoire de temps. Le temps des vieilles méthodes protectionnistes est dépassé. C'est un nouveau temps qui est là. L'État a un rôle à jouer. Mais est-ce que l'État, évidemment, je n'appelle pas au protectionnisme, je n'ai pas de position d'ailleurs à défendre dans cette émission, je pose des questions, mais est-ce que l'État ne doit pas considérer également que nous sommes dans une mondialisation avec ses effets aussi bien positifs que négatifs et que de toute façon nous ne pouvons pas ouvrir le marché à des acteurs qui feraient une compétition à armes inégales, par exemple un Amazon qui ferait la compétition à une start-up comme la vôtre? C'est pas... Comment je dirais ça? Vous savez, je vais reprendre l'exemple. Comment il s'appelle? La grande marketplace française est venue au Sénégal. La grande marketplace européenne est venue au Sénégal. Elle a trouvé des acteurs ici. Elle est morte. Ces acteurs sont encore là, tels que Wikery dans l'e-commerce, etc.
Aujourd'hui, il y a le terrain à ses réalités, mais ce qui est essentiel, c'est que le secteur privé sénégalais, il est sclérosé. Qu'est-ce qui dirige notre secteur privé? Qu'est-ce qui dirige notre chambre de commerce? Depuis quand est-ce qu'on tourne? C'est-à-dire, chacun est au moins en poste depuis 10 ans. On n'y a pas de démocratie. On n'y a pas de rajeunissement. Que les gens montrent qui sont les membres. Combien de jeunes membres ils sont? Quelle est la diversité qu'il y a dedans? On a des réalités économiques au Sénégal qui font que le jeune Baol est un entrepreneur. L'industriel libanais, même si j'aime pas dire ça parce qu'il n'est pas libanais, il est sénégalais, c'est un entrepreneur. Moi-même, j'en suis un. Et le monsieur de 60 ans qui gère son entreprise depuis 25 ans, monsieur Babacar Ngom ou bien d'autres, sont des entrepreneurs. Où est-ce qu'on se retrouve pour penser le développement de notre pays? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand on dit qu'on est une organisation et qu'on a plusieurs milliers de milliards de revenus par an dans nos entreprises combinées et qu'on n'arrive pas à structurer un financement de 30 millions d'euros pour qu'un projet n'aille pas à l'étranger mais reste dans une société sénégalaise qui plus est membre de votre organisation, ça ne fait aucun sens dans ma tête. Aujourd'hui, on est en train d'hériter, notre génération, de combats et de luttes et d'une structure du secteur privé qui nous proviennent de dissensions passées qui ont 40 ans. On a besoin de se réunir. On a besoin d'un secteur privé fort, chacun avec sa sensibilité. Moi, je suis chez Sen. Moi, je suis chez Sen Startup. Certains sont à l'UNACOIS. Certains sont à la CNES. Certains sont à Optique. Certains sont au CNP. Certains sont au MEDES. Vous parlez d'ailleurs d'optimisation sur la ressource énergétique. Est-ce qu'on peut parler d'optimisation également pour mettre un peu en synergie toutes ces organisations qui parlent au nom du secteur privé? Mais c'est le rôle de la Chambre de commerce. Ce qui est beau dans la Chambre de commerce... C'est votre rôle aussi, vous qui en faites partie. Oui, absolument. En fait, toutes les entreprises, avant d'être membres d'une quelconque organisation, sont membres de la Chambre de commerce. Ça veut dire que toutes les organisations et leurs membres sont membres de la Chambre de commerce. Il n'y a pas un plus beau cadre de concertation pour le secteur privé que la Chambre de commerce. Mais la Chambre de commerce je suis désolé, n'a pas impacté notre environnement depuis bien des années. Le cadre, c'est les chambres de commerce. Le président de la chambre de commerce est élu démocratiquement. Depuis quand est-ce qu'on n'a pas eu d'élection? Et l'une des seules chambres de commerce qui bouge aujourd'hui, c'est la chambre de commerce de Kaolack, dirigée par M. Serigne Mboup et qui a une vision... Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé. Je ne le dis pas pour lui plaire, je n'ai aucun lien avec lui. Mais sa vision est absolument exceptionnelle. Pour résumer, de l'alternance générationnelle, comme on a demandé il y a quelque temps dans les partis, il le faut aussi dans le secteur privé pour avancer, faire confiance aux jeunes, c'est ça? Oui, c'est essentiel. Si on vous rétorque que les jeunes n'ont pas l'argent qu'il faut, parce que là on parle d'économie quand même. Vous-même vous parliez de milliards il y a quelques minutes. Quels jeunes n'ont pas l'argent? Je veux dire, encore une fois, ce n'est qu'une histoire de dynamique. Les anciens non plus n'ont pas tant d'argent que ça. Serigne Malick Tall, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousmane. Entrepreneur à l'initiative de 15 entreprises dans le secteur du numérique, notamment au Sénégal et à l'étranger. Serigne Malick Tall se définit comme un homme d'affaires aguerri peut-être par toute une liste d'échecs aussi, on ne le dit pas, rapidement? Absolument. 15 et la 16e arrive. 9 échecs. Merci infiniment, à très bientôt. Excellent dimanche et excellente semaine.